On va passer maintenant aux autres points d'attention pour la clôture et commencer avec Malik sur l'entrée en vigueur sur sur l'acquisition des congés payés en lien avec les arrêts maladie et dans le cadre de la loi DADU. Merci Aude. Alors les congés payés. Les congés payés, j'allais dire encore et toujours, parce que la saga des congés payés n'est pas terminée et se poursuit. Alors sur les congés payés, on va traiter plusieurs points. Le premier, c'est celui des modalités d'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. Le second, c'est le mécanisme de report qui est mis en place pour prendre ces congés payés. Le troisième point, c'est l'application rétroactive de la loi. Et enfin, un quatrième point avec Irène, les conséquences comptables et opérationnelles qu'il faut tirer de la loi DADU. Alors, juste un petit flashback pour vous rafraîchir la mémoire, parce que c'est un sujet dont on vous avait déjà parlé. Vous vous rappelez les fameux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. Dans ces arrêts, la Cour de cassation pose un principe simple. Le salarié doit acquérir des congés payés pendant son arrêt maladie, quelle que soit la durée de cet arrêt et quelle que soit l'origine de la maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. Or, cette solution est en contradiction avec les dispositions du Code du travail. Dispositions du Code du travail qui prévoient que pour un arrêt d'origine professionnelle, le salarié acquiert des congés payés dans la limite d'un an et que pour un arrêt d'origine non professionnelle, le salarié n'acquiert jamais de congés payés. Donc la Cour de cassation vient nous dire clairement avec ses arrêts du 13 septembre, eh bien le droit français, le Code du travail, n'est pas conforme au droit européen et donc il faut mettre en conformité, ça c'est une invitation qui est faite aux législateurs, mettre en conformité le Code du travail avec le droit européen et c'est ce que fait le législateur avec l'article 37 de la loi dite DADU pour diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, loi adoptée le 22 avril 2024, publiée au JO le lendemain, c'est-à-dire le 23, et entrée en vigueur le 24 avril 2024. Et donc ce que prévoit clairement l'article 37, c'est que le salarié acquiert des congés payés pendant son arrêt maladie. Le fil rouge de la loi, en réalité, il faut le garder en tête, c'est l'effet, j'allais dire, du lobbying qui a été exercé par les organisations patronales sur le gouvernement, c'est limiter autant qu'on le peut les impacts de cette mise en conformité du droit français pour les entreprises. Donc on limite vraiment les impacts, et les impacts, évidemment, c'est le passé et pas le futur. Et on le fait, on y reviendra tout à l'heure, de plusieurs manières différentes. D'abord, on limite les droits à congés payés que les salariés peuvent acquérir. Eh bien, un salarié qui est malade, et pour autant que ce soit une maladie d'origine non professionnelle, eh bien, il acquiert 2 jours de congé, pas 2 jours et demi de congé par mois. 2, on va aussi, j'allais dire, modérer l'évaluation de l'indemnité de congé payé auquel le salarié a droit. C'est grosso modo 80% de son indemnité, pas 100% de son indemnité comme s'il avait travaillé. Et puis, dernière chose aussi sur cette limitation, eh bien, on va atténuer le caractère rétroactif de la loi en mettant en place un mécanisme de report qui permet à un salarié de prendre des congés alors qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était malade. Eh bien, il a une période de report pour utiliser les congés qu'il n'a pas pu prendre. Et s'il ne les prend pas, tant pis pour ses pieds, puisque les congés sont définitivement perdus, quoi que la loi ne le dise pas. On revient maintenant, après ce petit flashback, plus en détail sur les modalités d'acquisition des congés, mais rapidement. D'abord, la période d'acquisition des congés, bien, c'est la période habituelle que tout le monde connaît, 1er juin de l'année N, 31 mai de l'année N+1, rien de particulier. Sur combien de congés est-ce que le salarié acquiert? Là, je vous ai déjà dit, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que la distinction qui doit être faite, c'est maladie d'origine professionnelle, maladie d'origine non professionnelle. Maladie d'origine professionnelle, eh bien, le salarié acquiert des congés pendant sa maladie comme s'il avait travaillé, c'est-à-dire 2,5 jours par mois, ce qui fait 30 jours à l'année ou 5 semaines de congés payés. En revanche, si la maladie est d'origine non professionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, eh bien là, il acquiert moins de congés. Il acquérera 2 jours de congés par mois au lieu de 2 jours et demi. Et à l'année, il acquérera 24 jours de congés, c'est-à-dire 4 semaines, qui est le minimum, j'allais dire, prévu par le droit européen, et non pas 5 semaines. Dernière chose aussi en termes de limitation, encore une fois, des impacts
que la loi peut présenter compte tenu de cette mise en conformité, c'est sur l'évaluation de l'indemnité de congé payé. Alors vous rappelez que l'indemnité de congé payé, ça se calcule soit selon la règle du maintien du salaire, soit selon la règle du dixième. Et là, lorsqu'il y a application de la règle du dixième, et encore une fois, lorsque la maladie est d'origine non professionnelle, eh bien le salaire qui sera pris en considération, le salaire reconstitué au fictif, représente 80% seulement du salaire qu'aurait reçu le salarié s'il avait travaillé pendant sa période de maladie. Deuxième point important, c'est l'application le mécanisme de report, et puis après, on reviendra sur l'application rétroactive de la loi. Sur le mécanisme de report des congés payés, d'abord, encore une fois, le mécanisme de report, c'est quoi? C'est instituer une période de report aux salariés pour qu'il puisse prendre des congés qu'il ne pouvait pas prendre parce qu'il a été malade. Première chose à avoir en tête, c'est l'obligation générale d'information qui est faite par l'employeur à l'égard des salariés. Cette obligation d'information, le salarié est malade, il revient au travail, eh bien l'employeur doit informer le salarié dans un délai d'1 mois suivant le retour du salarié sur ses droits à congés payés. Et l'informer, ça veut dire, 1, l'informer du nombre de jours dont il dispose, et 2, surtout, du délai limite qu'il a pour prendre ses congés payés. L'information peut être faite par tout moyen, pour autant qu'elle donne date certaine à cette information, et en particulier, parce que c'est le mécanisme pratique retenu par les entreprises, via le bulletin de paye. Deuxième chose sur la période de report est de 15 mois, donc délai qui est posé par la loi. Mais le vrai sujet sur la période de report, c'est le point de départ. Quand est-ce que commence, cette période de report de 15 mois? Et là, il y a un cas général et un cas particulier. Le cas général, il est simple, c'est que la période de report commence à courir à compter de l'information du salarié sur ses droits à congés payés. Fameuse information dont je viens de vous parler. Donc là, le salarié est malade, encore une fois, il revient de son congé maladie et l'employeur, encore une fois, dispose d'un délai d'1 mois pour le faire. Et donc, cette période de report commence à courir à l'expiration de la date à laquelle, il a été informé par l'employeur de ses droits à congés payés. Donc 15 mois à compter de ce délai d'information. Et là, ça concerne aussi bien les jours de congés qui ont été acquis avant ou pendant la maladie. Le cas particulier, c'est l'arrêt de longue maladie où, à la date de la fin de la période de référence, donc période de référence, gardez ça en tête, 1er juin, 31 mai de l'année, donc au 31 mai 2024, le salarié est toujours malade, donc il est malade du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Je constate qu'au 31 mai 2024, le salarié est toujours malade. Et bien, dans cette hypothèse-là, la période de report ne va pas commencer à courir à compter de l'information du salarié parce qu'il est malade, mais elle va commencer à courir automatiquement à compter du 31 mai 2024, donc à la fin de la période de référence. Avec un petit tempérament, au principe qui est posé, c'est si pendant la période de report de 15 mois qui commence à courir, dans mon exemple à compter du 31 mai 2024, le salarié revient au travail. Petite grâce qu'on fait aux salariés dans cette hypothèse-là, on dit top, ta période de report est suspendue à la date de ton retour. En revanche, elle redémarrera à compter de la date à laquelle l'employeur a informé le salarié de ses droits à congés payés. Gardez en tête, et c'est un point d'attention, que les choses sont compliquées parce que, un arrêt de travail qui s'étire sur plus d'une période, de référence, 1er juin, 31 mai de l'année suivante, va donner lieu à différentes périodes de report qui vont obéir dans le démarrage à des règles différentes. Donc c'est un peu une petite usine à gaz que nous a monté le législateur ici. Puis dernière chose, sur cette période de report, on peut l'augmenter. Donc par accord collectif, accord d'entreprise ou d'établissement, le cas échéant, accord de branche, on peut augmenter la période de report, donc qu'elle soit supérieure à 15 mois. En revanche, on ne peut pas la diminuer, pas plus qu'on ne peut modifier le point de départ de cette période de report. Dernière chose importante, c'est l'application rétroactive de la loi. Donc la loi est d'application rétroactive. Elle est d'application rétroactive depuis le 1er décembre 2009. Alors vous pourriez me dire, pourquoi le 1er décembre 2009 ? C'est assez simple. Le 1er décembre 2009, c'est la date à laquelle le traité de Lisbonne est devenu obligatoire. Et devenu obligatoire, il rend lui-même obligatoire la charte des droits fondamentaux. Et la charte des droits fondamentaux, c'est l'une des bases textuelles sur laquelle la Cour de cassation a affirmé que les salariés doivent acquérir des congés payés pendant leur maladie. Voilà pourquoi la date du 1er décembre 2009 a été retenue. Donc la loi est rétroactive alors qu'elle entre en vigueur, le 24 avril 2024. Elle est rétroactive à compter du 1er décembre 2009, mais seulement certaines dispositions de la loi sont rétroactives. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure,
la période de report de 15 mois, qui permet un peu de neutraliser, on y reviendra tout à l'heure, cette application rétroactive de la loi, l'obligation d'information qui est faite aussi, l'obligation d'information de l'employeur à l'égard des salariés. Puis dernière chose, certaines dispositions qui concernent cette fois la maladie d'origine non professionnelle. Sur la maladie d'origine non professionnelle, les deux dispositions dont je vous ai parlé tout à l'heure, la limitation du nombre de jours, donc c'est 2 jours et pas 2 jours et demi par mois, et puis c'est l'évaluation de l'indemnité financière, c'est 80% du salaire et non pas 100% du salaire qui est retenu. En revanche, ne sont pas d'application rétroactive les dispositions qui concernent les arrêts maladie d'origine professionnelle, puisque la loi ne dit pas que ces dispositions, autrement dit la possibilité pour le salarié d'acquérir des droits à congés payés lorsqu'il est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la loi ne dit pas que ces dispositions-là sont d'application rétroactive. Mais même si la loi ne le dit pas, il y a fort à parier que le juge va le dire. Et ça, c'est probablement du contentieux à venir sur le sujet. Précision importante, le législateur s'est évertué, encore une fois, sous la pression des entreprises et des organisations patronales, à limiter les impacts. Et un des moyens pour limiter ces impacts de cette mise en conformité pour le passé, eh bien, c'est le mécanisme de report dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous avez compris qu'il y a un report qui est lié, à l'information du salarié, puis un report automatique dès lors que l'arrêt est un arrêt de longue maladie, dès lors que le salarié est malade depuis au moins 1 an à la fin de la période de référence, donc au 31 mai de l'année, de manière habituelle. Eh bien, dans cette hypothèse-là, encore une fois, le délai de report commence immédiatement à courir, ce qui veut donc dire que si un salarié est malade très longtemps, 12 mois pendant la période de référence, plus 15 mois pendant la période de report, eh bien, à l'issue de ces 27 mois, les congés payés sont automatiquement perdus. Donc ce sera... tant pis pour les pieds du salarié, c'est la bonne nouvelle pour les employeurs. Dernière chose sur le caractère rétroactif, c'est que, et sur le délai d'action, parce que la question qui se pose est en quel délai les salariés peuvent-ils agir ? Il y a une réponse claire qui est donnée dans la loi et puis une autre qui est suggérée par le gouvernement. Commençons par la réponse claire donnée par la loi. C'est les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Donc, je suis un salarié, toujours en poste au 24 avril 2024. Dans cette hypothèse-là, j'ai 2 ans jusqu'au 23 avril 2026 pour agir. Et pour agir, pour le cas échéant, encore une fois, réclamer des congés payés supplémentaires pour la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024. Passé le 23 avril 2026, je ne pourrai plus agir. Donc ce sont 2 ans fatidiques qu'il faudra suivre et à quel point les salariés, ceux qui sont en poste en tout cas, agiront. Et puis il y a aussi, deuxième hypothèse qui n'est pas expressément visée par la loi, mais qu'on déduit, c'est l'hypothèse des salariés dont le contrat de travail est rompu à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cela, nous dit le gouvernement, facile, la prescription triennale. Autrement dit, ils ont un délai de 3 ans à compter de la rupture de leur contrat de travail pour agir et donc réclamer une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024. Et chose qu'il faut garder en tête parce que c'est important, ce qui veut donc dire que s'il y a prescription triennale pour ces salariés-là, ça veut dire que pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu avant le 23 avril 2021, eh bien ceux-là ne pourront plus agir pour le passé. D'accord ? Dernière chose importante, et on y vient avec Irène, c'est les conséquences comptables et opérationnelles qu'il faut tirer des dispositions de l'article 37 de la loi DADU.